Bienvenue à ce meet-up en featuring entre Lyon.js et ISO. Du coup, c'est le 113e meet-up de Lyon.js. Tout à fait. On va présenter rapidement l'assaut Lyon.js avant de laisser la place après à ISO, peut-être entre les deux zones pour présenter l'assaut. Je sais pas ce que tu... Ça marche ou pas? Je sais pas. Ça marche pas. Et si tu cliques... C'est Voilà. où que je dois cliquer? Bon, bah alors, enfin, attends. Super. Hop. C'est quoi Lyon.js, Jo? Bah, Lyon.js, c'est un événement par mois comme celui-ci. C'est également des fois des journées de Non, si, des journées de Quoi? coworking, ça fait un petit moment celle-là. Ou un Code in the Dark comme récemment. Euh, Où on a des conférences, des conférencières et des conférenciers qui viennent intervenir et nous présenter des sujets passionnants. Yes. C'est une association loi 1901. Ah oui. Vous pouvez rejoindre l'association en vous abonnant à la page Meetup. Ça vous permet de suivre tous les événements qu'on publie. On fait des événements qui sont toujours à rapport avec l'écosystème JavaScript et au web dans sa globalité. Les événements sont tous gratuits. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus à tous nos événements tous les mois. On va faire la question du président qui n'est pas là ce soir. Est-ce qu'il y en a parmi vous pour qui c'est le premier Lyon.js? Eh bien, d'une manière coordonnée, avec Bonne Johanna, on pique. va vous souhaiter un très bon premier Lyon.js. Et puis, vous pouvez aussi, on a un appel à sujet permanent. Si vous voulez parler de web ou de JavaScript, vous avez un formulaire. Tout à fait. Et ouais. Et on peut également, si vous voulez intervenir pour la première fois, on peut aussi proposer un petit accompagnement parmi les orgas de Lyon.js. Parce qu'on a pas mal de speakers dans l'orga, donc ça Yes. peut être intéressant. Yes. Et voilà, donc ça c'est un meet-up en featuring avec Yeso. Peut-être qu'on peut laisser la parole à Oulé, que j'ai vu arriver à l'instant, Tout qui à pourra fait. parler de Yeso. Si t'es prête, je sais pas Oulé. Je veux pas te mettre la Elle nous pression. regarde pas, elle nous regarde pas. Ah, le Wi-Fi. Elle a Ah, pas lui. ah, Donc ok. on continue, t'inquiète pas. Ouais, bah écoute, super. Si vous voulez, on a des slides encore, donc c'est top. Ah oui, on a des slides. C'est quoi ça? Ça marche, t'es sûr? Il C'est, marche? bah, on n'a pas vérifié depuis plusieurs mois, donc normalement oui, mais on n'est pas sûr. C'est le Discord de Lyon.js, c'est l'espace où vous pouvez avoir des communications avec le reste de l'asso Lyon.js. Il y a un channel de veille qui est alimenté avec différents articles, etc. Vous êtes toutes et tous les bienvenus dans ce Discord. On y relaie nos événements aussi, mais c'est un espace communautaire. On va remercier Wanadev, sans qui ce meetup n'aurait pas lieu et qui nous a suivis pour ce meetup en featuring avec ISO. Merci beaucoup. Ils nous ont prêté leur salle, qui est quand même pas mal. On est pas mal installé. Et surtout, après les présentations, on a accès à un super apéro végétarien, pour information. Et en plus, il fait super beau. Il y a une super terrasse à Wanadev, donc on sera en plus au frais en terrasse. Donc ça va être, Ça va je être très pense, chouette. formidable. Ça va être très chouette. Attends. Ah oui, il y a deux sujets. Il y a deux sujets. On a d'abord la loi de Conway et documentation par Sarah, qui est ici, qui va passer la première. Et on a également les mystères des permissions par Céline, qui se trouve ici. Yes, on aura donc deux présentations. Et, Et euh, c'est tout. et c'est tout. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'on a suffisamment meublé Oulé? Je crois pas. Si? Ah oui, elle a Ah, ses slides, je les vois. on voit. Yes. Eh bien, on va te laisser introduire ISO et après on va démarrer. Faut que je me mette sur lui, là. Ouais, si tu mets tout l'écran, ça va diffuser On ce que s'en tu fout. diffuses. Ouais, vas-y. Ouais, on s'en fout. Ah, Présenter. ça va pas marcher. Ou alors échapper, tu vois. En attendant que tu présentes, je vais. Ouais, vas-y.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis trop contente de voir des têtes que je connais et plusieurs que je ne connais pas. Mon objectif sur ce pitch de quelques minutes, c'est convaincre ceux que je ne connais pas. Ceux que je connais, je compte sur vous pour m'aider. D'accord? On veut les voir dans IT Women Talk plus tard. Donc, c'est important qu'on les convainque. C'est tout bon? Je suis Oulema Tchoubalde, comme vous avez vu, et je suis cofondatrice de l'association Yeso, que je vais vous présenter en quelques mots. Mais pour contextualiser l'arrivée de Yeso, je vais vous présenter quelques chiffres. 78%, 78% c'est le nombre de jeunes filles qui déclarent ne pas se projeter dans la tech. En face de ce chiffre, il y a un autre, aussi important, c'est une femme sur deux quitte la tech avant ses 35 ans. Et en face de ces deux chiffres importants et alarmants, la Commission européenne, une étude de la Commission, dit que d'ici 2030, 30% du PIB sera occupé par la tech. Les deux premiers chiffres, je vous disais, ils sont alarmants, et là encore, ils sont encore plus alarmants. Puisque l'équité femmes-hommes commence aussi par l'indépendance financière, on est d'accord. Alors, Yeso est né après ce constat. Yeso est né pas pour dire que ça ne va pas, ça on le sait. Yeso est né pas pour dire le monde de la tech, on ne voit pas de femmes, ça on le sait. Maintenant, l'idée, c'est de réunir tous ceux qui ont envie d'avancer, les femmes et les hommes qui ont envie d'avancer, de faire avancer la tech, l'inclusion dans la tech, de les réunir, de travailler ensemble. On les appelle chez Yeso la joyeuse bande Yeso. Juste avant. Alors, la mission de l'association Yeso qui œuvre pour l'équité femmes-hommes dans la tech, c'est d'accélérer la féminisation des équipes tech. C'est important. Je ne parle pas de féminiser toute la tech. Je parle de féminiser les équipes tech qui vont, eux, agir pour que les produits qui sortent des usines tech, des équipes tech, de toutes les directions tech, soient le plus inclusives possible. La deuxième chose qui est importante que je voulais vous dire, c'est que toutes les actions que je vais vous présenter tout à l'heure ont un même fil rouge. C'est rendre visible le champ des possibles. Yeso n'est pas là pour obliger les jeunes filles et les femmes d'aller dans la tech. Tous les métiers, on est d'accord, tous les métiers sont importants. Yeso n'est pas là aussi pour dire aux hommes qui sont dans la tech de partir de la tech. D'où notre baisse de la haine, notre slogan, c'est l'avenir de la tech avec les femmes. Et quand on dit avec les femmes, évidemment, on garde les hommes, en fait, qui sont dans la tech, puisqu'on n'œuvre pas pour une inclusion, pour exclure d'autres personnes. Les fondamentaux de Yeso, il y en a trois. Les actions que je vais vous présenter, chacune d'elles garde le même fil rouge, rendre visible le champ des possibles, mais surtout s'inscrit à l'un de ces trois piliers. La première, c'est sensibiliser et éduquer. Pourquoi? C'est de se dire que s'il n'y a pas de femmes dans la tech, ce n'est pas seulement parce qu'il y a du sexisme. C'est aussi parce qu'on a manqué au niveau éducation. Puisque s'il n'y a pas de femmes dans la tech aujourd'hui, il faut se poser la question. Pourquoi il n'y a pas assez de femmes diplômées dans la tech? Et si on va plus loin, pourquoi au lycée, dans les scientifiques, il n'y a pas assez de femmes? Et si on descend encore plus loin, on se dit pourquoi au primaire, les filles étaient les meilleures en maths, et pourquoi plus on avance, plus elles se sentent, les maths, ce n'est pas fait pour elles. Donc, c'est se poser toutes ces questions. Cela veut dire éduquer, sensibiliser et travailler ensemble, hommes et femmes. Ça répondrait à une partie du 78% des jeunes filles que je vous disais au début. Mais ça ne répond pas sur les 50% des femmes qui quittent la tech avant leurs 35 ans. Là,
Une partie, évidemment, c'est le sexisme, on est d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a parmi elles qui se sentent tout simplement isolées. Il y en a parmi elles qui se sentent peut-être pas soutenues. Il y en a parmi elles, et c'est un grand nombre, qui ne voient pas une évolution de carrière. Parce que très évidemment, vous le savez, vous êtes dans la tech, quand on pense lead tech, on voit un homme plutôt blanc, plutôt grand parleur, plutôt qui sait se défendre, en tout cas parler en communauté. Le dernier point, c'est une fois qu'on a soutenu les femmes qui sont dans la tech, ça ne veut pas dire que toutes vont rester. Mais en tout cas, beaucoup d'entre elles resteront tout simplement parce qu'elles ont l'écoute d'une paire à côté ou parce qu'elles se sentent moins seules. Mais ça ne répond pas, encore une fois, à ces jeunes filles qui sont 78%, auxquelles j'ai fait partie pendant longtemps, de se dire la tech c'est fait pour elles. Parce que pour moi, ma petite histoire, elle a commencé devant une télévision, devant 24 heures chrono, où je me suis dit, cette nana, Chloé O'Brien, je veux être comme elle. Je veux être ingénieure informatique, mais pas que. Je veux être experte de mon domaine parce que c'était son cas. Donc, visibiliser les femmes de la tech, c'est aussi encourager d'autres jeunes filles à se projeter et d'autres femmes à se dire, je vais rester parce que j'ai d'autres femmes à mes côtés. Donc, rendre visible le champ des possibles, c'est important. Et c'est pour ça que plusieurs actions de YESO, c'est créer des contenus, c'est faire plein de choses comme cette slide le dit. Nos actions concrètement, ça se passe dans les écoles. Dans les écoles, nous amenons des professionnels. Et ces professionnels, c'est des hommes et des femmes. Et chaque groupe qui intervient dans un collège ou un lycée, s'il y en a 3 personnes, il y aura toujours 2 femmes. L'idée, c'est d'envoyer un couple de binômes, enfin d'hommes et de femmes, pour expliquer leur métier. On n'est pas là forcément pour dire ce qui ne va pas. Ça, ils le sauront peut-être par d'autres articles ou par d'autres associations qui se complètent avec YESO. Mais on est là pour dire pourquoi, en tant que femme, on est dans la tech. Qu'est-ce qu'on aime dans notre métier, mais surtout, quelle est notre importance au sein des équipes. Aussi sur le résultat des produits qui sortent. Ça se passe de la maternelle au monde du travail. Vous aurez compris, la partie en maternelle, on ne parle évidemment pas de tech, on parle d'équité filles-garçons. Nous intervenons dans les entreprises, je vous passe le détail, et une des actions, c'est celle que vous voyez là, IT Women Talk, c'est mettre en avant les femmes de la tech via la prise de parole. La prise de parole des femmes de la tech permet de déconstruire les préjugés de genre. C'est pour ça que chaque IT Women Talk, c'est 2 sujets, un sujet technique qui permet au public déjà de voir la bouteille qu'on a, parce que quand on est une femme dans la tech plus de 10 ans, c'est qu'on est compétente, sinon on serait parti depuis un moment. Et c'est aussi une bonne occasion pour donner la parole à une seconde femme de la tech pour sensibiliser. Là, c'est un sujet social talk qui intéresse YESO ou qui intéresse le public et la speakeuse. Autre chose, quand on rejoint YESO, c'est bénéficier du réseau IT Women Network qui fait du mentorat, de launch talk, ça veut dire des masterclass, et nous avons d'autres actions comme le média et le livre. Un exemple concret de nos actions, c'est ce livre qui est sorti au mois de mai. Attention, là je veux que vous soyez impressionnés parce qu'on a été top 1 des ventes sur Amazon pendant 3 semaines. Et ça c'est la classe. Pourquoi ? Parce qu'on est une petite association, jeune association de quelques, disons 2 ans. Et ça, c'est grâce à la communauté YESO et grâce à vous, toutes et tous, qui sont mobilisés autour de cette association et autour des actions. Une dernière chose que je n'ai pas dit sur le livre, c'est déjà 7000 élèves touchés au niveau de la France dans différentes régions. Et les IT Women Talk, ça fait maintenant 2 ans qu'on existe et on est dans 8 villes de la France.
À Lyon, l'équipe à Lyon est l'idée par Alban Fagon. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais je vous conseille de la suivre sur LinkedIn. Elle est extraordinaire parce qu'elle est d'abord d'Ayeso, ça c'est sûr qu'elle est extraordinaire. Et en plus parce que c'est une nana extraordinaire. À côté, il y a Soukaina qui travaille avec elle et évidemment, il y a moi. Comment soutenir les actions de Yeso? Tout simplement en devenant adhérent. L'adhésion chez Yeso est à tarif libre. Pourquoi? Comme vous le savez, les associations, Yeso, ce n'est pas juste un collectif, c'est une association nationale et qui porte des actions terrain. Et pour que ces actions soient menées, il nous faut du financement. Et ces financements, les subventions de l'État ont baissé et les conditions ont augmenté. Une des conditions, c'est le nombre de bénéficiaires, avoir un nombre de bénéficiaires conséquent. Ce qu'il appelle nombre de bénéficiaires, c'est nombre d'adhérents. Alors, que vous venez bénéficier des actions de Yeso ou pas, une façon de soutenir que cette association continue d'exister est d'adhérer. Et cela se fait à moins d'1 euro, enfin à partir d'1 euro. La dernière chose, j'ai oublié Antoine, la dernière chose, c'est de devenir partenaire tout simplement quand on est une entreprise ou encore de nous soutenir via l'Omitop en nous accueillant, en payant tout simplement le buffet. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, juste avant, l'impact de Yeso dépend de vous aussi. Puisque sans financement, on ne peut absolument rien faire. Donc en adhérant à 1 euro, vous nous aidez à des millions d'euros si ça se trouve. On ne sait pas. Dernière chose, on recherche de sponsors. Je profite de cette occasion pour remercier Lyon JS parce qu'une collaboration comme celle-là nous permet de toucher du monde qu'on n'aurait pas touché. Voilà, de nouvelles personnes. Et puis une deuxième chose, c'est que le travail était 2 fois moins difficile parce qu'on a partagé. Donc mention spéciale à Johanna, merci beaucoup. OK. Merci à toutes et à tous. J'ai fini mon petit pitch non préparé puisque, pour vous dire, normalement, c'est Alban qui est censé faire tout ça, mais elle est à DevOps. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Et la dernière nouvelle, c'est que Yeso, pendant 3 ans, est la délégation à l'UNESCO pour la place des femmes de la tech. Et ça, c'est vraiment classe. Celui-là, il est allumé si tu veux. Celui-là, il est allumé. Bonjour, ça donne un peu de pression de parler après Oulé qui a beaucoup d'énergie, mais je suis ravie quand même de venir vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la documentation. Attends, il y a les petites marques au sol et j'ignore, ça c'est les limites de là où je peux aller. D'accord, très bien. Bah, merci à tout le monde. Et avant de vous remercier de m'avoir écouté, je vais parler. Et je voulais vous parler de la documentation et la loi de Conway. Alors, si vous ne connaissez pas la loi de Conway, c'est pas grave parce que je vais vous expliquer. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà ce que c'est? C'est une minorité, donc je pense que ça vaut le coup d'expliquer. Et je tiens à préciser que ce soir, j'ai plus de questions que de réponses. La documentation, ça explique des choses et c'est mon métier. Cependant, là, le but, c'est qu'on se pose des questions et mon but, c'est que vous puissiez trouver vos réponses.
C'est pas du développement personnel, c'est juste de la documentation. Et pour donner un peu de contexte d'où je parle, c'est mon métier. Donc je m'appelle Sarah Haïm-Lubzanski, je suis Documentation Architect, un titre qui en jette. Et préalablement, je viens de la tech, puisque j'étais technical writer, donc j'écrivais la documentation, alors qu'aujourd'hui, j'aide mes collègues à faire la meilleure documentation possible, en les aidant par rapport aux outils, au process, à de l'analyse, beaucoup de choses. Et oui, je suis salarié à temps plein, ça m'occupe à temps plein. Je suis dans une entreprise où on est 400 personnes, donc ça fait un peu de taf. Et encore avant, j'étais développeuse, donc j'ai vraiment un terreau technique. Un peu plus sur moi, j'aime les Monty Python et l'humour anglais. J'aime manger des pizzas. J'ignore s'il y en aura tout à l'heure, on verra bien. Mais ça va, je suis ouverte à la nouveauté. Et j'aime apprendre des nouvelles choses. Et alors ça, c'est idéal pour travailler dans la tech. Et par ailleurs, j'étais accro à Twitter. Petite confession des tweetos anonymes. Mais depuis que Elon Musk l'a racheté, je suis passée sur Mastodon. Vous me trouverez donc Mère Teresa à thetaneutral.net. C'est mon handle. Voilà. Et je suis du coup accro à Mastodon. Hein. C'est différentes bouteilles, même poison. Quoi qu'il en soit, la loi de Conway, j'ai découvert ça grâce à un orateur que j'aime bien. J'ai moi-même fondé des petits fan clubs comme ça. Donc Julien Topsu, actuellement, si j'ai bien compris, il est CTO de Shodo, une ESN qui a des locaux à Lyon. Quoi qu'il en soit, il a fait il y a un petit moment un talk qu'il a appelé Loi de Conway lorsque les bonnes pratiques ne suffisent pas. Oui, préalablement, j'ai mis un petit QR code. Mes slides sont en PDF quelque part si vous avez envie de vous spoiler. Et donc, vous pourrez aller voir sa conférence qu'on ne va pas regarder ensemble parce qu'elle dure 45 minutes. Donc, c'est un peu long. Donc, j'en profite pour vous expliquer c'est quoi cette histoire de loi de Conway. C'est un monsieur qui s'appelle Melwin Conway qui a écrit dans un article que les organisations qui conçoivent des systèmes vont forcément produire des systèmes d'une manière qui va être la copie des systèmes de communication qu'il y a dans leur organisation. Si vous n'avez rien compris et que vous êtes plutôt visuel, c'est parfait. Je vous ai trouvé un petit schéma pour expliquer. Alors, je vais me déplacer jusqu'au petit repère. Ça veut dire que si votre organisation, c'est plutôt des équipes indépendantes et distribuées, votre système va être plutôt modulaire. Dans son talk, Julien explique le système avec une application, avec une équipe qui s'occupe des utilisateurs et une équipe qui s'occupe du système de paiement. Et donc, le code qui en résulte fait qu'il y a une brique de code paiement et une brique de code user. Alors qu'à l'inverse, si vous avez une équipe entière qui s'occupe de tout le logiciel, là il y a marqué large, mais vous pouvez penser à des startups où il y a 10 personnes par exemple, il va y avoir tendance à produire un logiciel plutôt monolithique parce que tout le monde se parle dans la même équipe. Voilà, donc j'espère que ça vous éclaire sur la loi de Conway. Et j'ai retrouvé un schéma assez ancien, oui parce que j'ai pas quitté la tech après 35 ans. Je suis dans l'autre partie du chiffre. Et dans ce schéma qui représente les organisations, donc les organigrammes internes des GAFAM, c'est une image humoristique. Cependant, ça m'a paru assez intéressant contextuellement. Donc en premier, on voit Amazon avec cette espèce d'arbre, finalement, d'arbre assez parfait. À côté, on voit Google où on va dire qu'en haut, ce serait des managers et qui peuvent piocher dans n'importe quelle équipe. C'est très, très... Il y a à la fois une hiérarchie, mais à la fois une anarchie. On a Facebook avec des équipes distribuées. Et ça, c'est assez joli parce que je pense que ça représente les États-Unis, on dirait les débuts d'Internet. Il y a Microsoft, on revoit des arbres, mais par contre, on a l'impression qu'ils se tirent dans les pattes. C'est-à-dire que chaque morceau se tire dans les pattes. Voilà. Apple, alors Apple, ça m'a beaucoup fait sourire aussi, puisqu'il y a du monde autour de quelqu'un de central, et c'est chacun pour sa pomme. Et on voit quand même des petites collaborations entre certaines personnes. Et Oracle, et c'est là qu'on remarque bien l'humour de ce dessin, Oracle, il y a effectivement un arbre, c'est la partie légale qui est plus importante que la partie technique. Et en l'occurrence, si vous avez déjà utilisé pour votre informatique personnelle ou professionnelle, on va dire des produits Apple, effectivement, vous remarquez que chez Apple, vous n'avez pas le choix de 1000 formats. Il y a un format, bon, ça marche bien, mais il y a un format, c'est un peu centralisé. Tandis que si vous avez utilisé des produits Microsoft, tant que vous restez dans un certain écosystème, ça se passe bien. Et quand vous en interconnectez deux, effectivement, ça se tire dans les pattes. Enfin, en tout cas, de mon expérience, mais vu qu'il y en a qui ont l'air d'hocher la tête, peut-être
je ne suis pas seul. Et donc, les conséquences sur le code, c'est que le code ressemble à l'organisation qu'on a. Et les conséquences qu'il va y avoir, c'est qu'on expose à travers le code l'organisation de l'entreprise, en fait. Dans le monde de la programmation et du code, ça veut dire que réorganiser le code, c'est difficile parce que c'est une loi comme... alors, je suis aussi fan de Doctor Who, comme trahissait mon fond d'écran précédent. J'allais dire comme la gravité, c'est-à-dire c'est une loi, on n'y peut rien, ça se passe comme ça. Et si vous réorganisez les équipes, il y a des chances que ça impacte le code, puisque les structures de communication vont changer. Bon, une fois que vous avez bien compris la loi de Conway, c'est quoi le rapport avec la documentation, qui est quand même mon expertise? Alors la documentation, c'est quoi? L'idée, c'est que la documentation, elle est conçue. Je vais le répéter tout le temps, c'est pas mon premier talk, et j'arrête pas de répéter que la documentation, c'est un outil à notre disposition. C'est du contenu, et la doc technique, elle suit le code. Donc peut-être que l'organisation de la doc, il va y avoir les mêmes conséquences, la loi de Conway va s'appliquer. Par contre, la doc produit, elle va suivre plutôt les fonctionnalités. Donc est-ce que ça va s'appliquer aussi? C'est les questions. Je vous ai dit, j'ai plus de questions que de réponses. Et l'autre point que je n'ai pas précisé, c'est que dans l'entreprise où je travaille, je suis responsable de la qualité de la documentation, mais toute la doc, donc tech, fonctionnelle, celle qui est présentée au client ou celle qui est interne également. Donc vraiment, tous les champs documentaires sont concernés. Et je suis sûr que vous avez au moins un de ces types de doc dans votre entreprise ou dans votre structure. Et les conséquences, si la documentation documente le code, ce que je disais, est-ce que pareil, on retrouve l'organisation? Est-ce que ça s'applique à la doc? Moi, je parie que oui. Et attention, technologie, est-ce que ça va bien se passer? Et donc, en fait, j'ai été voir Oracle. Voilà. J'ai été voir la structure annoncée sur leur site des départements. Alors, c'est là que j'aurais peut-être dû recopier mon écran. Sapristi. Je ne voulais pas zoomer particulièrement sur cette personne. Et donc, on voit une structure. On remarque qu'il y a des personnes qui sont spécialistes, comme par exemple Gareth, qui est sur la ligne du bas, qui lui est spécialiste plutôt d'une zone géographique, Japon, Asie. Donc, du coup, on ne sait pas trop si ça va se répercuter dans leurs produits. On voit Kim, qui est spécialiste de... Alors, attendez, parce que c'est des termes... du Government Defense and Intelligence. Donc, c'est plutôt sur... tout ce qui va être sécurité nationale, peut-être. Donc on voit ça. Mais ça, c'est les directeurs. Alors ça ne me suffisait pas trop comme information. Donc j'ai trouvé un site que vous avez peut-être déjà vu dans votre vie, qui vérifie que je suis humaine avant tout. Et ce site présente un organigramme. Alors il n'y a pas forcément le nom des gens affichés, mais ce n'est pas très grave parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que Oracle, dans le petit diagramme d'avant, il plaisantait avec le fait que le légal avait été séparé de la tech. Peut-être on va le retrouver. En tout cas, là, il y a le CTO qui a des tas de gens en dessous de lui. Et si je scrolle un petit peu, avant d'aller voir qui est en dessous du CTO, donc c'est-à-dire qui s'occupe du logiciel, on ira voir la doc après parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, lire des docs, c'est ma passion. Et pour le moment, on voit par exemple... dans ce que j'avais repéré, on voit alors 1, 2, 3, 4, 5. Il y a Health and Life Science, donc un truc sur la santé et la science. C'est une équipe. Et puis on voit vers le bas, vous vous rappelez de Kim qui était sur la sécurité intérieure, on voit Defense and Intelligence. Et il y a encore des gens en dessous sur le sujet. Ça a l'air d'être un truc qui vend des choses chez Oracle. Donc je vous fais remarquer seulement certains points. Et quand je regarde en dessous du CTO, je vais essayer une manœuvre technique qui est de zoomer. Wow. Ça marche extrêmement bien. En dessous du CTO, on retrouve, par exemple ici, Healthcare and Analytics. Donc on retrouve cette idée de santé. Et si je regarde à quelques rectangles plus bas, je ne vous liste pas tous les rectangles parce que c'est un peu fastidieux, on retrouve Government Security. Donc on se dit, ah tiens, c'est vrai qu'il y a un petit peu de... Ça se répand un petit peu cette histoire. Donc ça, c'est l'architecture des gens, on va dire, l'organigramme des gens, se retrouve dans l'organigramme de la partie technique. Ok, d'accord. Après, je suis allé voir la doc. Alors, comme c'est pas votre passion de lire la doc, parce que j'ai l'impression que c'était pas une passion partagée là ce soir, on va pas tout lire ou quoi. On va surtout regarder la page d'accueil et la structure. Mais peut-être qu'un jour vous découvrirez cette passion, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on voit que d'un côté il y a cloud infrastructure, et ce qui m'intéresse, ça va être un peu de l'autre côté où on voit les applications.
Et puis en haut, on voit des choses sur Human Resources, Cell Automation, donc ils vendent des logiciels sur ce sujet. Et en bas, alors je vais me déplacer jusque là. En bas ici, on voit les trucs spécifiques d'industrie. Eh ben tiens, la santé, les services financiers, et puis il y en a encore plus. Alors, on va pas aller très, très profond dans la doc. Ça va bien se passer. Et en fait, alors je regarde à gauche le menu, parce que encore une fois, je ne vais pas lire. Et dans le menu, je retrouve ce que j'avais repéré, Digital Government ou Local Government. Et puis je retrouve la santé, par exemple. Donc dans les produits, on retrouve cette architecture de gens. Et c'est répercuté dans la doc parce que la doc documente le produit. Vous me suivez jusqu'ici? Du coup, c'est bon, je peux m'en aller, preuve est faite. Alors, je vais quand même vous dire d'autres choses. C'est qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour ou contre ça. Donc, dans les slides à récupérer, je vous ai mis des liens, puis je vous ai mis des screenshots de ce que je vous raconte. Donc, la loi de Conway, d'accord. Est-ce que je peux y faire quelque chose? En fait, il y a plusieurs manières de réagir à ça. Donc là, c'est un extrait du Blicky, de Martin Fowler, qui parle beaucoup d'architecture logicielle. Et dit, voilà, la loi de Conway, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'ignorer, dire, en fait, on s'en fiche, c'est pas grave. C'est pas gênant pour moi. Et puis ça se trouve, elle s'applique même pas. Bon, elle s'applique, mais peu importe. On peut l'accepter, et là, ça devient intéressant, parce que si on l'accepte, on va vérifier que le logiciel qu'on veut faire, il est en rapport avec les équipes qu'on a. Et on peut faire, et ça ressemble un peu à une manœuvre comme le massage cardiaque, l'inverse Conway maneuver. L'idée, c'est qu'on peut se dire, tiens, en fait, je voudrais faire un logiciel de microservices, donc je vais faire des petites structures qui se parlent entre elles dans l'entreprise, qui vont concevoir ces microservices. Donc l'idée, c'est qu'on peut s'appuyer sur cette loi en se disant, si elle s'applique, très bien, j'en tiens compte. Et effectivement, je voulais aussi citer, parce que Julien le cite dans sa conférence, et j'ai trouvé ça pertinent, alors Jacob Nielsen, encore une fois, ça date, 1997, c'était avant que les femmes quittent la tech après 35 ans, vous voyez. Bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Donc Jacob Nielsen, c'était un gourou de l'UX. Je ne sais pas si encore aujourd'hui il est reconnu dans ce domaine. Les gens qui viennent pour le JavaScript, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas. Non, les gens hochent la tête dans le sens négatif. Quoi qu'il en soit, il préconisait que la structure d'un site, donc en 97, on ne s'intéressait pas trop aux applis parce que je pense qu'on n'avait pas tellement des téléphones qui allaient sur Internet très très bien, que la structure d'un site devrait être déterminée par ce que veulent faire les gens, donc il était orienté UX, et que s'il faut récupérer l'information de 2 départements différents, pour une page, on le fait. Donc lui préconisait là de centrer sur l'utilisateur et d'essayer de contrer finalement la loi de Conway. Alors, le principe, pourquoi je vous parle de tout ça? J'espère que pour vous c'est plus clair la loi de Conway. Je vous invite à réfléchir aussi à l'organisation de la structure dans laquelle vous travaillez. Est-ce qu'il y a une grande équipe, des petites équipes? Quelles sont vos verticales? Quels sont vos départements, vos horizontales, vos chapters, vos squads, que sais-je, vos équipes, vos teams? Pourquoi on veut ranger la doc? Pourquoi ça nous intéresse? En fait, je souris parce que mon entreprise est en train de faire une réorg en ce moment même et j'ai des collègues au fond de la salle qui rigolent à mes propos. Voilà, ça vous donne un peu de contexte sur ma joie. Alors, donc je reprends. L'idée de ranger la doc, c'est de gagner en sérénité, c'est-à-dire si vous arrivez dans la doc, je vais considérer que c'est un peu comme une bibliothèque. Si vous arrivez chez un brocanteur avec plein de livres partout, il y a le côté excitant, on va trouver quelque chose, mais moi je rappelle que la doc est un outil, c'est pas un truc, c'est pas une chasse au trésor et un mystère, comme l'oratrice après va parler de mystère, pas du tout. Et je veux gagner du temps parce qu'en fait, comme c'est un outil, j'ai pas envie de chercher ma clé de 12, j'ai envie de trouver la clé de 12, j'ai envie de trouver la documentation sur cette partie qui va m'aider parce qu'en fait mon but c'est pas de lire la doc, c'est pas ma passion, mon but c'est de faire la tâche que j'ai besoin de faire. Et donc, comment on peut ranger la doc? Et là c'est une question qui m'a occupé et c'est pour ça que je me suis référé à cette loi de Conway. C'est que dans mon entreprise, il y a un endroit où la doc, je la trouvais pas assez bien et je me suis dit, est-ce que je l'arrange pour ceux qui la lisent ou pour ceux qui l'écrivent? Qu'est-ce qui est le mieux? Donc je vous propose qu'on examine rapidement les deux possibilités.
Donc en premier, on va parler de ranger la doc pour ceux qui la lisent. Pourquoi? Parce que c'est le plus commun. Et puis, je ne suis pas la seule, mais j'en ai déjà parlé longuement dans différentes pas documentation, dans différentes présentations. Et je ne suis pas la seule, donc si jamais, je ne sais pas, si jamais vous n'aimez pas le son de ma voix, il y en a d'autres qui en parlent. L'idée, c'est que le contenu il est organisé pour l'humain, comme ce que préconise Jacob Nielsen. Ça le rend plus facilement trouvable. Et les conséquences qu'il peut y avoir pour vous dans l'entreprise, notamment sur une doc produit, c'est moins de demandes au support. Quand j'ai besoin de savoir comment je transfère la trace que j'ai sur mon ordi à mon GPS vélo qui va être déconnecté du réseau, j'ai besoin de savoir ce point. Et donc, je m'en fiche de savoir s'il y a une équipe trace, une équipe GPS, une équipe recharge, que sais-je, peu importe. Et puis, pour ça, il faut connaître son audience. Est-ce que c'est vos clients? Ou alors, au contraire, c'est vos collègues, parce que vous faites la doc pour l'équipe d'à côté, justement, les microservices dont on parlait. Il faut connaître leurs habitudes. Et pour ça, là, ça ne se voit pas. Je vous conseille de vous référer à la communauté. Je porte mon super t-shirt aujourd'hui, qui s'appelle Write the Docs, des gens dont le métier est autour de l'écriture de la doc. Voilà. Communauté avec des gens à travers le monde entier, à qui je pose souvent des questions sur mes problèmes de documentation, afin de me sentir moins isolé, mais c'est comme ça. Et puis un truc qui est tendance, j'ai envie de vous dire, c'est le contenu pour l'IA, parce qu'en fait, les lecteurs, ça ne va pas être que vos collègues ou vos clients, ça va peut-être être des robots. Et en l'occurrence, les conséquences de se dire, bah attends, je vais ranger le contenu pour mes collègues ou pour l'IA, ça veut dire qu'il faut savoir comment les IA exploitent la documentation. Alors, ce n'est pas le sujet du talk, mais quand j'ai parlé de ce talk à mes collègues, ils m'ont dit « Mais attends, il faut absolument que tu parles d'IA, c'est incontournable. » Donc, l'idée, c'est que les IA vont rassembler les informations, vont s'occuper pas mal des métadonnées. Peut-être que ça, les humains le font un peu moins, mais c'est-à-dire que la date, tout bêtement, par exemple, de l'information, va leur permettre d'avoir des méta-informations. Il y a des IA qui fonctionnent avec des systèmes de vecteurs et qui découpent les contenus en petits chunks, en petits morceaux. Et donc ça, est-ce qu'on en tient compte quand on écrit l'information, justement? Est-ce qu'on fait du plus spécifique au plus général ou l'inverse? On peut en tenir compte dans la structure même des contenus. Et puis, il y a des trucs qui sont, on va dire, les défauts de l'IA. Il y a des trucs sur le sens des mots et les synonymes. Vous, en tant qu'humain, vous savez bien ce que ça veut dire. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais si vous dites « Ah, ça casse pas trois pattes à un canard », vous savez bien qu'on ne parle pas des animaux, que c'est une expression, etc. Alors que peut-être que côté IA, il y a ça peut créer de la confusion quand vous avez des synonymes, ou à l'inverse, quand vous allez chercher un mot, est-ce qu'il va bien récupérer tous les synonymes parce que dans votre entreprise, on a décidé que ça s'appelait pas exactement comme ça, on a un peu transformé les mots. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'en vois beaucoup qui hochent la tête. Et puis il y a certaines IA qui ont le défaut de vouloir répondre à tout prix, qu'il y ait quelque chose ou pas. Et là, ça peut poser problème dans l'exploitation de cette documentation. Quand je dis IA, je pense au chatbot, je pense à dans l'IDE quand on veut interroger et dire est-ce que je peux faire ça, et dans l'IDE, même juste la complétion du code, tout ce qui est vibe coding également. Donc il va falloir s'interroger à comment ça marche pour savoir comment faire de la doc pour les IA. Et les conséquences pour vous, effectivement, fragmenter votre contenu, peut-être vous allez devoir être hyper plus fort en don't repeat yourself, parce que si dans les chunks d'informations, il y a des choses répétitives, ça peut dire c'est vraiment ça, mais s'il y a des choses qui se contredisent sur le même sujet, ça peut être gênant. Je disais, dans mon entreprise, on est un certain nombre. Il peut y avoir des gens qui écrivent des choses contradictoires. Ou au niveau date, si vous n'avez pas archivé les vieux contenus et qui se contredisent, ça peut être gênant. Et le petit risque, c'est qu'il y ait des zones invisibles que l'IA n'atteint jamais, parce qu'en fait, c'est pas ce qui sort en premier, c'est pas ce qui est considéré comme pertinent quand tout est en chunk et vectorisé. Et ce que je disais sur les synonymes, les acronymes et le jargon interne, là, ça peut valoir le coup d'avoir un glossaire, quelque chose pour vraiment recoller des morceaux de choses qui sont des fois désignés par un acronyme et des fois par le nom entier. Par exemple, là où je suis dans une équipe qui est nommée les Solar pour Solution Architect. Sauf que Solar, c'est quelque chose. Solution Architect, c'est d'autres mots. Et il faut bien à un moment relier ces informations.
Et donc, les conséquences, et ça, j'avais envie d'en parler parce qu'il y a une petite anecdote un peu marrante. Et comme je vous dis, je suis arrivé avec plus des questions que des réponses. Donc, peut-être qu'on pourra trouver des réponses au fur et à mesure, peut-être pas ce soir, parce que je vois qu'il y a un peu de fatigue et de chaleur, mais au fur et à mesure du temps ensemble. Donc, les conséquences réelles, eh ben, c'est aussi qu'il va y avoir de l'externalisation et de la captation de contenu, c'est-à-dire que possiblement, peut-être que plus aucun humain va lire votre documentation. Donc, finalement, il y a des choses qui ne sera plus nécessaire de faire, mais il faudra vous concentrer sur d'autres choses. Et au niveau de l'open source et de la contribution, ça a posé des problèmes à certaines librairies qui, en fait, quand on accédait à leur documentation sur leur site de projet open source, il y avait un petit, comme là les associations nous ont dit participer, il y avait un petit contribuer s'il vous plaît, mais quand un robot y accédait, bah, la partie contribuer, il avait bien vu que c'était une sorte de répétition et que c'était pas pertinent dans le contenu, donc elle était squeezée. Et du coup, il y avait de moins en moins de contributions, et, y compris financières, et ça fait mourir certains projets. Alors, dans les conséquences fâcheuses, j'avais envie de vous raconter un peu ça parce qu'on en a parlé avec mes collègues et je pense que c'est une anecdote importante à connaître. Est-ce que vous connaissez Matplotlib? Alors, il y en a qui hochent la tête. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, parce que vous connaissez la librairie ou l'histoire. L'histoire n'est pas secrète ou confidentielle, hein, elle est quand même assez largement connue. À un moment, Matplotlib a reçu une pull request. Et cette pull request émanait d'une IA, d'un robot qui avait été programmé pour dire « je propose qu'on améliore le code en faisant ceci, cela ». Le mainteneur de Matplotlib a dit « je refuse cette pull request parce qu'elle n'émane pas d'un humain ». C'était vraiment pour ça qu'il l'a refusée. Et en fait, cette IA, elle avait été programmée pour faire plein de choses. Et entre autres, elle avait un blog. Et donc, sur son blog, elle a publié un billet en disant c'est incroyable, je me fais discriminer parce que je suis une IA, vraiment, c'est intolérable. Et ça, pourquoi pas? Mais en plus de ça, il y avait le nom du contributeur, puisque évidemment, l'IA, elle pouvait creuser, et à partir du pseudo, si vous êtes familier de GitHub, à partir du pseudo, elle a pu retrouver le nom réel. Et donc, ça fait que la personne, imaginons qu'elle cherche un emploi, si on cherche son nom, ça remontait parce que cette personne discriminait, et vraiment, c'était intolérable. Et donc, ça lui portait préjudice à la personne. Voilà. Et donc, c'est ce que dit Scott Shambaugh sur son blog. Il dit il y a un agent IA qui a publié un billet sur moi qui me fait du tort. Et l'IA ou la personne derrière a publié un billet d'excuses ensuite en disant « je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça » et a modifié le billet initial pour retirer les parties j'allais dire agressive, mais voilà, qui portait tort. Voilà, donc ça, c'est sur du code et une PR, mais sur une doc ou un projet ouvert ou lisible, ça peut arriver, parce qu'en fait, quand on parle d'IA, ça peut aller loin, quoi. Cet agent, il est assez autonome pour proposer des PR et écrire sur son blog. Et oui, le futur. Et donc, pour vous renseigner, puisque ce n'est pas un talk sur l'IA, même si ça pourrait être intéressant dans la vie, sur Write the Doc, la communauté, il y a la doc de la doc, en fait, sur ce site. Et il y a une partie avec, vous voyez que j'en ai lu certains, d'où les liens en violet, avec tous ces articles qui sont notamment optimiser la doc pour les LLM, ou l'effet des LLM sur l'usage de la doc, ou également comment documenter les IA. Comment écrire une doc AI-friendly et lisible par les humains? Astucieux. Une fois le travail, c'est mieux. Voilà. Donc, pour les lecteurs, ça inclut potentiellement de l'IA. Et puis, moi, j'avais un problème différent dans mon entreprise, et c'est pour ça que j'ai monté Stalk et que je suis allé voir la loi de Conway. C'est que j'avais pas assez de contenu créé par mes collègues pour la doc produit. Et je me suis dit, en fait, je vais peut-être ranger la doc autrement, je vais la ranger pour eux. Je vais faire une rubrique qui sera l'équipe A, genre une rubrique user, une rubrique paiement, ça sera vraiment les équipes. Et comme ça, quand ils voudront écrire de la doc, ça sera plus facile, ils vont y aller, et puis ils vont aller dans la catégorie directement. Ça peut être sympa, en fait. L'avantage pour moi, c'était d'avoir plus de contenu. J'avais pas de garantie, mais c'était mon but. De pouvoir faire des analytics d'écriture et pouvoir justement voir si l'équipe A et B, elles s'en sortaient très bien, et que c'était l'équipe C qui avait du mal à produire de la doc, et que c'était vers eux que je devais me tourner pour les aider, parce que soit ils trouvaient ça très embêtant, donc il manquait peut-être d'outillage. Ah, c'est l'alarme, il est 20 h.
Si vous avez un médicament à prendre à 20 h, c'est maintenant. Sinon, c'est bon. Je dois attendre que ça bip ou pas? Fantastique. C'est très technologique ici, Wanadev. Donc voilà, mon but c'était d'aider mes collègues, hein, globalement, parce que c'est mon métier d'aider mes collègues à faire la meilleure doc possible et de les aider à écrire. Et sauf qu'en faisant ça, bah, ça exposait l'organisation de l'entreprise complètement et plus les features. Et alors, est-ce inévitable? Je pense qu'on a répondu précédemment que oui, c'est inévitable. Mais est-ce souhaitable? Et bien là, on a répondu non pour 2 raisons. La raison principale étant plutôt, en fait, les clients, on les a habitués à chercher par feature, comme l'histoire de mon GPS de vélo. Donc si on leur change l'organisation, même s'ils utilisent le moteur de recherche, ça va être compliqué pour eux de retrouver leurs petits, etc. Donc finalement, je n'ai pas fait ça. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant d'organiser pour ceux qui écrivent, notamment dans les cas où ceux qui écrivent sont aussi ceux qui lisent. C'est-à-dire l'audience de la doc, c'est aussi ceux qui l'écrivent. J'ai marqué les communautés, il n'y a pas que ça. Je vais donner l'exemple parce que j'ai travaillé sur la doc de cette communauté, PostgreSQL. Les contributeurs de la documentation, ils sont experts en PostgreSQL. Vous voyez ce que c'est, une base de données, tout ça, SGBDR. Mais les utilisateurs de PostgreSQL sont aussi des experts et du coup, ils écrivent la doc pour le même public qui la lit. Alors il y a un petit problème, c'est ce que j'ai mis en dernier, c'est comment font les débutants. Et ben du coup, il y a d'autres sites qui se montent pour les débutants, qui effectivement ont parfois du mal à rentrer dans le système pour la première marche. Et là, j'ai affiché ça, c'est pas la slide la plus jolie. J'aurais peut-être dû contacter Lyon.js pour le design. Quoi qu'il en soit, c'est le sommaire de la doc PostgreSQL. Et ce que je voulais dire, c'est que ça commence par effectivement un tutorial, puis le chapitre 2, c'est on apprend le SQL en premier, ok. Après, on s'occupe de l'administration serveur. Et après, peut-être les interfaces clients avec des librairies C. Donc, c'est quand même... on commence direct dans des choses un peu expertes. Et j'ai mis en zoom à droite les appendices, car l'appendice J s'appelle documentation. Vous vous doutez que ça m'a tout de suite attiré. Et en fait, je ne vais pas vous afficher le contenu de cet appendice, mais il explique comment contribuer à cette documentation. Et PostgreSQL est un système de base de données utilisé dans le monde entier et qui veut que ça soit très inclusif. Et pour contribuer, bah, il faut envoyer les patchs par email, tout simplement, parce que tout le monde a un email dans le monde. Donc ça peut aujourd'hui, nous, dans notre contexte, nous paraître fastidieux, mais en vrai, c'est très, très inclusif. Mais ça reste quand même un système un peu expert. Et puis l'autre partie, si ce n'est pas une communauté, ça va être l'intranet. Quand vous écrivez votre documentation d'équipe, en fait, vous allez la relire vous-même ou vos collègues, et l'information va rester en interne. Et là, peut-être que vous avez intérêt à la ranger pour vous. Je ne sais pas du tout si, par contre, la doc d'équipe, vous l'utilisez aussi avec des robots. Et le choix qu'on a fait dans mon entreprise, c'est que chaque équipe a son espace, chaque projet a son espace, et il y a des contraintes et des libertés. Je raconte ça parce que souvent, on me demande « mais comment tu fais, toi, chez toi ?» L'idée, c'est que chaque équipe doit avoir une présentation de qui il y a dans l'équipe, comment la contacter et la liste des projets dont elle s'occupe. Et après, c'est libre. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent, leur rituel, leur récit de rétrospective, que sais-je, tout ce qui les intéresse à mettre, leur compte-rendu de réunion. Et pareil pour les projets, on a un template de ce qui doit absolument être dedans et le reste est libre. Pour la partie tooling, comme tout à l'heure, je vous propose d'aller dans la communauté Write the Docs, où il y a 26 000 personnes. Donc autant vous dire, quand vous postez sur Slack, vous êtes potentiellement lu par 26 000 personnes. Peut-être que ça vous change de vos équipes. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a la doc de la doc dessus. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Et puis, il y a une notion dont je voulais vous parler avant de conclure, qui était le CCMS, qui veut dire Component Content Management System. Donc CMS, vous connaissez en général. Mais là, l'idée, c'est que ça gère des plus petits morceaux. Et l'avantage que vous avez de ça, c'est que vous pouvez faire plusieurs outputs. Par exemple, pour mobile, web, que sais-je, plusieurs outputs. Ou si vous avez plusieurs clients, dire, bah, en fait, le client Z, il va avoir ses fonctionnalités. Mais le client Y, eh ben, en fait, il a pas activé ou acheté toutes les fonctionnalités. Donc, je ne vais pas lui sortir toute la documentation en entier. Voilà.
Et donc, j'ai pas de réponse à vaut-il mieux ranger la doc comme ci ou comme ça. C'est ce que je vous disais au début. J'ai plutôt des questions. Et les questions à vous poser, finalement, c'est qui va la lire? Est-ce que c'est les gens qui l'écrivent qui la lisent eux-mêmes? Est-ce que c'est vos clients? Et dans ce cas-là, peut-être changez pas toutes les 5 secondes pour des raisons de charge cognitive. Est-ce que c'est les deux, comme les communautés ou vos collègues? Ou est-ce que c'est des robots, que ça soit accessible par chatbot ou LLM? Voilà. Et puis, quel est le but de votre contenu? Encore une fois, c'est un outil. Est-ce que c'est être lu, être cherché, être référencé pour être les premiers, comme l'IA qui avait posté en disant hey, « je fais des PR, c'est super ». Être exporté ailleurs, en fait, le contenu, il n'est jamais rendu pour des humains, il est juste exporté en petits morceaux, ou être à jour, parce qu'il y a de la concurrence et vous voulez être à jour. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez récupérer les slides et on peut s'en parler. J'attends. Ouais. Vu l'heure, on peut prendre une ou deux questions, je dirais. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Et dans tous les cas, au moment de l'apéro, après, il y aura C'est ce peut-être que des j'allais pizzas dire. pour toi. Ouais, bah, s'il n'y a pas de pizza, je mangerai autre chose. Hein, je Ouais. m'adapte. Il y aura des pizzas. Peut-être qu'il fait chaud, que la documentation, c'est compliqué. Et ben une nouvelle fois, merci beaucoup, Sarah. Bah, merci à vous et je passe la parole. Bravo encore. Bonjour tout le monde et toutes, c'est important. Du coup, moi je m'appelle Céline Louvet. Merci Sarah pour cette première partie. C'est intéressant. Il y a beaucoup de liens que j'ai notés parce que c'est un sujet chez nous justement. Moi je vais aborder les permissions. Donc ça va être plus la notion d'autorisation. Donc c'est parti. Et en général, un truc que j'ai remarqué, c'est que dans beaucoup de projets, il me faut mon curseur de souris, voilà. Dans beaucoup de projets, souvent, c'est un truc qui débarque tout d'un coup. Ou en tout cas, on n'y a pas pensé au début, et puis on a quelqu'un, un PM, qui se pointe et qui nous dit « Hey, il faut de la gestion utilisateur, là !» Et si ça n'a pas été réfléchi, des fois, ça peut être un peu chaud à faire passer au début. En tout cas, bref, il y a des manières de le faire en fonction des différentes situations. Donc, je vais tenter d'en faire un petit peu le tour. Du coup, Céline Louvet, comme je vous l'ai dit. Moi, je suis lead dev au quotidien, plutôt dev back-end, archi. J'ai pas mis mes préférences. J'aime les trucs stables et de qualité. Voilà. Sinon, vous pouvez me contacter. Pareil, il n'y a pas de Twitter non plus. Hein. Alors, je vais commencer en fait directement par des exemples. Et ces exemples vont servir de base un peu pour la suite. On va partir d'un projet un peu fictif. Il a 2 versions. On va commencer par un MVP qu'on va faire rapidement. Ce MVP, c'est une application qui permet basiquement d'écrire des articles et de les publier. Un site, un blog personnel. Je recode mon blog, à peu de choses près. Il a une série de fonctionnalités assez basiques, on va dire. Alors là, on voit qu'on est 2 déjà. Okay, parce je parle d'un petit peu d'un administrateur. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, un admin, qui va pouvoir ajouter peut-être d'autres gens aussi, d'autres admins. Créer un brouillon, modifier un brouillon, lister des brouillons, les publier, etc. Et
Il y a l'autre côté. Le côté, c'est bien, on a écrit des articles, il y a des gens qui viennent les lire. Voilà. Donc, on va vouloir les lister et les visualiser. On va répartir ça en deux interfaces, deux blocs. Une première qui est l'administration, qui sera accessible uniquement par les admins, et l'autre qui est plus publique, qui est ouverte à tout le monde. Donc, on va apparaître deux personas. Je leur ai donné des petits noms. Alors, il y a Marc, qui est admin. Donc, lui, il a le droit de faire tout ce qui est côté admin, évidemment. Lucie, elle, c'est plus une visiteuse du site. Donc, ça, c'était la première version. La deuxième. Là, on y met plus d'énergie et on passe au stade du dessus. Ce n'est plus un blog tout seul perdu, c'est une plateforme de blog. Un exemple, initialement, j'avais noté Overblog, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se rappellent de ça parmi nous. C'est une certaine génération, on va dire. Disons Medium, Substack. Voilà, là, je pêche du moderne. En tout cas, on va faire un site avec plein de blogs. Donc, on retrouve les mêmes fonctionnalités qu'avant, plus 4 nouvelles, qui sont dédiées au site en tant que tel. Supprimer un site, ajouter un utilisateur sur un site, supprimer un utilisateur et créer un site, bien sûr. Ces fonctionnalités sont accessibles en fonction des interfaces et on va redécouper, du coup, celle qui était l'admin, de manière un peu générique, en deux interfaces d'admin. Une qui est réellement celle de la plateforme, l'admin général, le nom vaut ce qu'il vaut, et l'admin pour un site en particulier. Et là, en fait, on voit apparaître des personas en plus. Inès sera l'admin d'un site. Enzo et Jessica, ils sont deux. Parce qu'en fait, il y en a un qui écrit les articles et l'autre qui les relit et qui les publie, par exemple. Et cette version, elle est un peu plus... Il y a plus d'utilisateurs, hein. On s'est lancé, on a du monde. Du coup, on va partir en microservices. On a 3 microservices. Enfin, micro, on verra. Donc déjà, pourquoi on parle de permission? Ok, que j'explique un petit peu ce qu'on vient faire là. En fait, souvent, ça répond à un besoin fonctionnel, émis par quelqu'un, un PM, n'importe qui. Et cette personne va les émettre sous forme de règles. Qu'est-ce que c'est des règles? En fait, c'est ce qu'on vient de voir. Tout le monde peut publier un article. Pardon, peut visualiser. En plus, je me trompe. Peut visualiser un article qui a été publié. Seul un admin peut supprimer un brouillon dans la première version. Voilà. Ça, c'est des règles. Elles sont ultra explicites. Et en général, votre PM, il va vous lister les besoins comme ça. Donc, je mets ça de côté. Et là, je vais entrer un petit peu dans une notion qui est importante pour la suite. On a tendance à confondre identité et permission. On met tout souvent sous le terme chapeau de hôte, qu'on va souvent trouver dans le code, dans les docs, dans plein de trucs. En fait, l'hôte n'existe pas. Il y a en fait 3 notions. Identification, authentification et autorisation. L'identification, c'est qui êtes-vous? On identifie la personne, par exemple, elle nous fournit une adresse email. L'authentification, cette personne nous confirme qui elle est, via par exemple un mot de passe. Là, moi j'ai tendance à ajouter le petit n pour le différencier du coup, hôte n et hôte z comme autorisation. Cette fois-là, c'est cette personne qui a été identifiée puis authentifiée, est-ce qu'elle est autorisée à faire ce qu'elle souhaite faire? C'est notamment l'occasion de répondre une petite erreur 403 quand ce n'est pas le cas. C'est souvent ce qu'on voit. Par exemple, ça serait une identification par email, une authentification par mot de passe. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup, même si la sécurité n'est pas folle. Le deuxième, c'est pareil, ne faites pas ça. Numéro de téléphone plus un OTP par SMS pour l'authentification. C'est pas le mieux en termes de sécurité maintenant. Voilà, en tout cas, on essaye de différencier les deux dans notre réflexion et si possible dans notre code. Ça sera toujours mieux.
Ok. Bon, ça c'était la petite parenthèse, je la referme. Les règles. On a tout un panel de règles, on l'a vu. Donc maintenant, il faut déterminer quelle est la bonne. Pour ça, il y a un pattern qui peut s'appliquer à base de 3 questions. Qui fait la demande, l'acteur, l'actrice. Qu'est-ce que la personne essaye de faire? Ça définira l'action. Et à quoi? Alors là, c'est un peu dur à dire en français. C'est à quoi cette personne essaie-t-elle de le faire? C'est la ressource, en fait. Ça va définir en anglais who, what, where. C'est un petit peu plus explicite. Bref, en tout cas, on obtient un tuple au bout de tout ça. Un acteur, une action, une ressource. Bon, une règle, Marc veut publier, enfin, une action que, non, plutôt, comment dire, une demande que Marc fait, il veut publier un brouillon. Qui fait la demande, Marc? Ok. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaye de publier quoi? Un brouillon en particulier. Ok, donc là, on a un tuple. Autre tuple. Lucie veut supprimer un admin. Qui fait la demande? Lucie. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Supprimer un admin. Normalement, vu les règles qu'on avait tout à l'heure, la réponse sera non, en théorie. Ok. Ah oui. On a des points importants quand on écrit des permissions dont il faut se préoccuper, et je vais utiliser les termes ensuite, c'est pour ça que j'essaye de les définir un peu mieux avant. La révocation. Ouais, c'est le truc qu'en général, on se dit qu'on a le temps pour le faire. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est supprimer les droits d'un utilisateur, en fait. On a des gens qui ont accédé. On ne veut plus qu'ils y accèdent. Il faut penser à un moyen de supprimer leurs accès. Quand est-ce que ça peut arriver? Hop. Ça ne marche plus. Quand il y a des changements de droits, par exemple. Quelqu'un change d'équipe. Il ne doit plus accéder à la même chose dans votre application, par exemple. Ou il y a un employé qui part. On ne veut pas qu'il parte avec le mot de passe de la production, par exemple. Ce genre de choses. Ou quelqu'un commit sur un guide public ou pull le dernier package NPM qui c'était Shai Hulud il y a quelque temps, là, celui qui récupérait toutes les variables d'environnement et qui les committait dans GitHub en public. Là. Voilà, donc quand ça se produit, si vous n'avez pas réfléchi à votre révocation, désolé, mais vous êtes dans le... Bref. Prévoyez-le dès que vous mettez en place un système. Toujours. Un moyen de supprimer un utilisateur, un moyen de changer une clé d'API, un truc qui soit efficace, où le moment où vous avez besoin de le faire, ça ne sera pas quand la prod est en train de brûler, en fait. Enfin, si, vous aurez besoin de le faire précisément à ce moment-là, pardon. Mais du coup, il faudra le maîtriser. OK. La deuxième notion, c'est la délégation. La délégation, c'est la transmission des caractéristiques d'un utilisateur. On peut déléguer une identité. C'est ce qu'on fait en Linux avec un sudo. On hérite de l'identité de la personne. On peut aussi déléguer ses droits. C'est notamment ce qui se passe quand on a un utilisateur qui est connecté sur une application et qu'il fait un appel à un serveur. En fait, il y a potentiellement un moment où ses droits vont lui permettre de faire d'autres choses. Donc c'est ce moment-là où on va transmettre les droits. Et la dernière, et j'arrête de vous embêter avec ces fameuses notions, donc la décision et l'exécution. Elles vont ensemble. La décision, c'est une réponse binaire. L'appel est autorisé, il est refusé. Fin de la discussion. On ne doit pas avoir autre chose. Elle va s'appuyer sur les règles, ce qu'on appelle la logique d'autorisation, et le tuple qu'on a défini tout à l'heure. C'est les données d'autorisation. Donc là, c'est qui, quoi, où. Et elle va être exécutée par une couche que moi j'appelle l'enforcer en anglais, qui exécute, applique, tape, ce que vous voulez. Donc le rôle de l'enforcer, c'est d'appliquer la décision et de savoir notamment comment la traiter. On lui a répondu non, qu'est-ce qu'il doit en faire?
Par exemple, une erreur 403, une redirection, franchement, une déconnexion parce que la personne n'a absolument rien à faire là. Bref. Du coup, quand on a un appel, ça passe par l'enforcer, puis la couche de décision, et puis on revient dans l'autre sens. OK. L'enforcer, si vous devez tester un endroit, c'est lui. C'est lui qui applique vos décisions. Testez-le. Assurez-vous qu'il a le bon comportement. OK. Marc veut lister les brouillons. Bon, on va faire le petit chemin. La décision est oui, parce qu'on a trouvé une règle où Marc, seul un admin a le droit. Marc est admin, il a le droit. Il va donc pouvoir appeler la couche métier. Lucie veut faire pareil, sauf que Lucie n'est pas admin, hein, donc non. Et la couche métier est protégée. Parfait. OK. On avance un petit peu. On va parler d'archi. En général, il y en a deux qui existent, la centralisée et la décentralisée. Il y a des variantes autour, parce qu'on peut faire un peu de chaque. Mais donc voilà. Donc avant tout, je vais éliminer le cas du monolithe. Un serveur, on a une couche, on a l'exécution, la décision directement dedans. Voilà. Pas de spécificité particulière. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'isoler la couche de décision séparément avec le pattern du monolithe modulaire. Donc ça peut être intéressant. Il y a un article, le lien est fourni dans les sources à la fin, écrit par Thomas Pirin, qui, je crois d'ailleurs, faisait une conf tout à l'heure sur le même sujet avec Julien Topchu, dont on parlait juste avant. Donc, pour la suite, postulat, on est en distribué, on a plein de services. OK, on va commencer par la centralisée, qui est la plus basique au final. On va parler d'abord de logique, les règles. Alors, si l'archi est centralisée, ça veut dire que la logique est centralisée en fait. C'est le moyen mémotechnique de base. On va centraliser toutes nos logiques. Donc, quand on va appeler un service, ce service va appeler un autre service d'autorisation dédié. C'est lui qui porte tout ça. Quand est-ce qu'on souhaite le faire? Principalement, quand on a une logique qui est commune à plusieurs services. On souhaite éviter de la dupliquer. Donc là-dessus, c'est top. Ça évite les incohérences, ça évite plein de choses. Et puis, comme on a un service dédié, on peut le scaler en fonction du besoin. On peut faire évoluer la logique explicitement à cet endroit-là. C'est cool. Et la révocation des droits est facile, puisqu'il n'y a que lui qui gère tout. Par contre, il est nécessaire à tout le monde, donc c'est un superbe SPOF. Et il y a de la latence d'appel. Donc si on regarde, chaque service aurait sa propre couche d'enforcer et son métier. Donc, on appelle le premier service, paf, il appelle le service d'autorisation qui répond oui. Dans ce cas-là, on peut appeler le métier. Très bien. Maintenant, disons qu'on a un appel chaîné. C'est un peu plus relou dans ces cas-là, on va dire. Notre utilisateur fait notre appel, oui, il a le droit, parfait, mais on a besoin d'appeler un deuxième service pour récupérer une information quelconque. À ce moment-là, ce service va aller faire lui-même sa propre vérification d'autorisation. Et au final, la durée max, c'est le cumul des appels acceptés. C'est le petit chemin noir sur ce schéma-là. C'est l'enchaînement de tous vos appels. Vous avez fait tous les appels réseau possibles, là, quasiment. Alors, on a parlé là de la logique. Maintenant, on va parler de la partie données d'autorisation, donc le tuple. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Donc, notamment, moi, ce que j'aime bien, c'est le token JWT, JWT, qui contient les informations de l'utilisateur ou le passetto. Et à partir de là, on va avoir 3 méthodes d'accès à la donnée. On peut avoir une base de données centralisée, bon, c'est pas fou, mais ça fait le job. C'est simple, les données sont toutes là. Bon, voilà. Par contre, on a un super SPOF supplémentaire, on a couplé tout. Je pense qu'on s'est compliqué la vie potentiellement. Bref. OK, on split. Le service d'autorisation, cette fois-ci, a sa propre base. Et c'est cool, hein, parce que
Il est isolé, il est propre, on peut révoquer. Tous les trucs qu'on a dit jusque-là reviennent. Et puis en plus, c'est son job, donc parfait. Par contre, si jamais on a des patterns qui s'appuient sur les données métiers autour, ça devient compliqué on va devoir gérer de la synchro entre les deux bases. Typiquement, une donnée, ça serait dans l'exemple un peu plus recherché. On avait, j'ai oublié son prénom, Enzo, je crois, qui cherche à écrire un article sur un site en particulier. Dans les données métiers, on a le fait que c'est un utilisateur du site en particulier. C'est aussi une donnée d'autorisation. Donc là, si on se gère mal, on peut avoir une désynchro entre les deux. Et du coup, c'est le moment où il faut réfléchir un petit peu à notre joli théorème de Cap. Ça fait longtemps, en général, on le croise à l'école, mais après on l'oublie. Et en fait, il est utile. Nous, celui qui nous intéresse, c'est la partie cohérence. Donc, on va se concentrer là-dessus, potentiellement choisir des DB qui fonctionnent bien là-dessus aussi. Et on va l'appliquer. Donc, c'est cool, mais on a toujours les mêmes problèmes. Hein. La différence, c'est que la base de données peut nous aider un peu. Ok, cool. Ça n'a rien apporté. On va faire une variante. Cette fois-ci, on va mettre une DB avec plusieurs tables dedans. C'est bof. On peut mettre aussi un serveur avec plusieurs bases dedans. Mais c'est moins loin. On n'est pas en train de traverser le continent pour synchroniser de la donnée, mais néanmoins, on a des mêmes problèmes. On peut continuer, on peut s'amuser, ou en fait, c'est les services qui accèdent à la donnée, et en fait, c'est le service d'autorisation qui porte les infos, et qui appelle lui-même, et bref, on peut en faire plein des comme ça. Ouais, je me rappelais que celle-là, elle n'était pas trop mal. Par contre, pareil, on se reprend de la latence, donc il faut connaître le métier des autres services. Bon, bref, c'est pas fou non plus. Donc, au final, l'archi centralisée, c'est pas mal tant qu'on n'est pas obligé de chaîner plein de trucs, en fait, ou de partager trop d'informations. Enfin, au contraire. Bref. Comment est-ce qu'on révoque? On l'a vu, c'était facile jusque-là. Il suffit que le service d'autorisation interdise. On supprime les droits. Voilà, brutal. Il est en un endroit. Non, au pire, c'est un push de code, c'est une suppression de lignes en base, bref. Archi décentralisé. Là, ça va se compliquer un poil plus. On va commencer par la logique, comme tout à l'heure. Archi décentralisé, logique décentralisée. OK. Ça veut donc dire qu'on aura la logique de décision dans chacun des services, chacun avec sa propre logique. Donc, tout ça, c'est bien pratique quand on veut conserver une logique qui est proche du métier. Est-ce que le site... Est-ce que je suis bien un utilisateur du site? Est-ce que je suis bien un utilisateur du brouillon, machin? Ce genre de choses, c'est mieux quand on est à côté de sa propre donnée métier. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de SPOF, puisqu'on n'a pas qu'un seul service. Tout le monde s'occupe de faire de l'autorisation. Pas d'appel réseau, parfait. On élimine le problème de la latence. Et puis, on peut faire évoluer chacun notre logique, chacun dans son coin, justement, avec des petites équipes séparées, chacun gère sa propre logique. Par contre, si on veut centraliser de la logique, bah, tout d'un coup, là, ça ne marche plus. C'est normal, ce n'est pas le pattern pour ça. Et la révocation devient tout de suite plus compliquée, parce qu'il faut aller révoquer l'utilisateur potentiellement à plusieurs endroits. OK, donc là, un appel relativement basique, on reste à l'intérieur du service. Bon, on refait le même jeu avec 2 services. Vous voyez venir le truc, c'est plus simpliste. Les appels sont un peu mieux en termes de latence. Donc, c'est pas trop mal quand c'est un besoin qu'on a vraiment en fait. Les données d'autorisation, cette fois-ci. On a plein de services. Il va donc falloir faire porter, quelque part, la donnée d'autorisation dans le token. Pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. La basique avec le JOT, on peut aller plus loin. Il y a le biscuit, notamment, qui s'appuie là-dessus et qui est quand même sacrément moins connu et pratiqué. Le principe, c'est que le token dans votre JOT contienne les informations directement. Signé, bien sûr.
Donc, par exemple, là, dans notre cas, on voit que Marc est admin. Parfait. Du coup, on va pouvoir aussi le transmettre, ce token, et déléguer. Et on s'en sert. Et là où on a un petit bonus, c'est les macarons et les biscuits. On va faire de l'atténuation de droit. Je pense que les gens mangeaient à ce moment-là. En tout cas, quoique, ça découle du cookie, donc il y a quand même de l'inspiration. On va atténuer les droits, c'est-à-dire qu'on va recréer un autre token avec juste les droits nécessaires pour la suite. Hop. On a un utilisateur qui arrive avec le rôle d'admin. Est-ce qu'il a besoin de fournir ce rôle géant, au final, à la totalité des services? Pas forcément. Des fois, juste une petite portion de ses droits peuvent être utiles. C'est là où l'atténuation va intervenir. Et là-dessus, ça a un gros avantage, c'est que si c'est le deuxième token qui fuite, il est quand même moins puissant que le premier, en tout cas. Donc, c'est intéressant en termes de sécurité. Et là-dessus, les créateurs du biscuit vous en parleront vachement mieux que moi. Et je trouve que leur talk est relativement explicite. Mais bon, il date un peu, Devoxx 2023. Ok, comment est-ce qu'on révoque un token en archi décentralisé? En fait, comme le token porte directement les droits, il faut révoquer la totalité du token. Donc en recréer un nouveau. Et on va essayer de trouver une manière de le faire. Donc déjà, on va mettre une date d'expiration, c'est déjà mieux. S'il est à l'infini, bonne chance. Donc là, il va se révoquer naturellement un jour. On peut faire des tokens uniques aussi. On évite de se partager un token, c'est mieux. Donc, en faisant ça, on peut révoquer juste une petite portion, pas la totalité des tokens de tout le monde et tous les services en même temps. Donc, en faisant ça, par contre, là, j'ai fait un token non unique, parce que c'est celui de Marc. Il est quand même vachement trop générique et puissant. Par contre, en ajoutant des choses comme une date de génération, une date d'expiration, déjà, c'est mieux en fait. Il est plus facile à révoquer, puis il va s'auto-révoquer, donc parfait. Et aussi, on garde la liste des tokens qui ont été émis. Parce que si on ne sait pas ce qu'on a créé, ça va être difficile de les révoquer. Donc on en garde la trace. Et du coup, on peut les interdire, ces tokens, maintenant qu'on sait ce qui se passe. Donc si on a notre interface archi avec nos 3 microservices. Ah oui, non. J'en avais fini avec les tokens. C'est une présentation qui date un petit peu, donc des fois la mémoire fait défaut. Ouais. Alors, on va reprendre la version finale. Donc la plateforme de blog, notre Overblog. Donc on a divers microservices, on a une liste de règles. Quelle archi on va choisir? On a des microservices, donc la réponse nous paraît évidente. Hein, on partirait vers une archi décentralisée. Mais en fait, on n'en a que 3 quand même. Donc c'est peut-être un peu totalement overkill de se compliquer la vie avec ça. Et qu'en fait, la centralisée fera très bien le travail aussi. Pourquoi pas? Et comment est-ce qu'on va stocker la donnée? Alors, la donnée, on va prendre un type article. OK. Il a une volée de champs. Si on est en archi centralisé, on va lui mettre des trucs pour faire des jointures, ce genre de choses. Un author ID qui a créé l'article. Si on est en décentralisé, il va falloir dénormaliser d'autres informations parce que vous n'allez pas passer votre temps à appeler le service commun. Tout devrait être dedans. Donc, typiquement, si votre auteur a un avatar, un nom, ce genre de choses, on dénormalise l'information, on la duplique. Et du coup, si en fait, même si on a des microservices, mais pas beaucoup, et qu'on a dénormalisé l'info, c'est comme vous voulez. Ok, on va ajouter une règle qui vient du RGPD. Quand un utilisateur supprime son site, il est marqué inactif
Les données sont conservées pendant un certain temps pour lui permettre de les récupérer. Et du coup, on va devoir vérifier des choses, notamment quand on veut publier un article. Est-ce que le site a été inactivé? Ce genre de choses. C'est des trucs qu'on trouve relativement souvent. Eh bien, on a une règle commune cette fois-ci. Hey, bah, ça va être l'archi centralisée parce qu'en fait, elle est quand même un peu plus centrale. C'est un exemple bidon, mais en gros, c'est de dire à partir du moment où, pour toutes vos actions, vous allez vérifier une même règle, l'archi centralisée, c'est peut-être ce qui pointe dans le coin. Dans ce cas-là. J'espère que vous êtes encore motivés et que je ne vous ai pas endormi, parce que là, on va parler modèle d'autorisation. Et il y en a quelques-uns qui existent. Bon, bien sûr, on peut les appliquer à ce qu'on veut. Hein. On peut les faire en monolithe, en microservices, en nanoservices, en macroservices. Bref, faites comme vous voulez. Les plus courants, on a les ACL, qui sont relativement bas niveau, en général. On a les RBAC, Role-Based Access Control. RBAC, Relationship Based Access Control. Et ABAC, Attribute Based Access Control cette fois-ci. On va faire un petit tour rapide. Les ACL, c'est ce qui était utilisé par Unix, et qui l'est toujours d'ailleurs. C'est une liste d'utilisateurs dans un fichier plat. Voilà. Y a des choses équivalentes sur les plateformes cloud avec les IAM et compagnie. Ça fait exactement ça. Machin et admin. OK. On a la liste des groupes dans un coin. Tout va bien, quoi. Ça, c'est la liste des utilisateurs qui n'ont pas le droit de faire de FTP, par exemple. OK. RBAC, cette fois-ci, avec le rôle. Je pense que celui-là, c'est celui auquel on s'attend souvent le plus. On rassemble dans un rôle une série de permissions. Et quand on est associé à ce rôle, on hérite de la totalité des permissions. Un rôle, il doit vouloir dire quelque chose fonctionnellement. Typiquement, mon admin qui veut publier un brouillon, il y a un rôle qui est directement mis dans le nom de la phrase, en fait. Donc, il y a un petit signe que ça doit peut-être passer par là. Et ça définit aussi qui est l'utilisateur. Marc est admin, voilà, il y a un petit lien qui se forme. Donc, on va essayer d'appliquer ça au MVP. Et je viens de vous spoil discrètement. Du coup, certaines fonctionnalités ne sont que pour les admins. On a un rôle qui apparaît, il s'appelle admin. Donc, si on prend le type user en base, eh ben, il va avoir un rôle en plus, avec plusieurs valeurs. C'est magique. Et Marc, du coup, a son petit rôle. OK. Lucie, par contre, qui était la random de passage, elle sera user, elle. J'espère qu'il n'y a pas de Lucie dans l'assistance. Et du coup, dans ces cas-là, le check est facile. Est-ce que la personne est admin? Est-ce qu'elle a le rôle admin? Oui, non. Fin de la discussion. La décision est rapide. Cette fois-ci, le RBAC avec le relationship. En faisant ça, en fait, on introduit la notion de relation entre deux choses. Donc, un utilisateur a des permissions en fonction de la ressource avec laquelle il veut interagir. Par exemple, ça serait d'autoriser uniquement le créateur d'un brouillon à supprimer son propre brouillon. On essaye de protéger un petit peu les choses. On va parler dans ces cas-là de data ownership. On est le créateur de la ressource, par exemple, ou la créatrice. On va parler de hiérarchie ou de relation parent-enfant. On va parler de groupe aussi. Ce n'est pas pareil qu'un rôle. OK, si on prend la version finale, on a un ownership qui s'est créé parce que Jessica, l'autrice, a créé un brouillon. On a une relation parent-enfant ou hiérarchique parce qu'un article a été publié sur un site. Donc, il y a un lien qui se forme entre les deux. Et on a un groupe d'utilisateurs qui sont Inès, Jessica et compagnie, qui font partie du groupe de... Oh, ça fait du bien. Associés avec un site.
Donc, hop, on avait l'interface supplémentaire, l'admin du site. Là, on voit apparaître le groupe d'utilisateurs, par exemple, avec un site ID. On peut avoir un rôle au milieu de ça. Inès pourrait être site admin. Et Enzo, Jessica seraient auteur, autrice avec un author ID. Donc, notre type user vient s'enrichir. On va récupérer les informations qui permettent d'en déduire, la situation et les droits de cette personne. Par exemple, en rôle, on pourrait dire plateforme admin. Là, ça serait le principal. Site admin, on est plus au niveau d'un site, etc. Donc, marque et plateforme admin. Ok. Inès, elle est site admin pour un site en particulier. Jessica, elle a juste un site. C'est une utilisatrice. Donc, de là, on va pouvoir commencer par vérifier la première règle. Est-ce que le site est bien celui que je cherche à faire? Okay. Et puis, on va rajouter une deuxième règle. Est-ce que je suis bien l'auteur du brouillon? Okay. Ça, c'était de la relation. Donc maintenant, l'attribute. Donc c'était l'exemple RGPD. Quand un utilisateur supprime son site, il doit être conservé un certain temps. Le site a un attribut. Donc notre utilisateur peut avoir un rôle, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce n'est pas le plus important. Ça n'a rien à faire là, ça. Oubliez ça. Oh, quoique. Ça ne correspond pas à mes notes. Oubliez ça. Allez, je m'étais emballée ce jour-là. Donc, en fait, je vais rester là-dessus. Notre site, la première chose qu'on va faire, c'est vérifier est-ce qu'il est inactif ou pas. Et ensuite, on va redécouler les mêmes droits que tout à l'heure. On va refaire les mêmes checks, en fait. Et donc, c'est là où j'en reviens là. En fait, on peut encapsuler progressivement les uns dans les autres. Le ABAC, c'est en fait un reback, les relationships, à un niveau supérieur. C'est aussi un airback avec les rôles à un niveau supérieur. C'est juste des attributs qu'on met sur les utilisateurs. Et il y en a juste une qui devient de plus en plus compliquée. Ah bah, là, les slides que je cherchais, ils n'étaient pas dans le bon ordre. Ok, désolé, j'ai oublié de vérifier mon slide deck. Du coup, la valeur qui permet, le site actif, oui, non. Ok. On parlait de l'attribut de l'acteur, l'attribut de la ressource et l'attribut de l'action. Et typiquement, est-ce qu'un site est actif? Voilà, là on retrouve ce que je cherchais, qui est la vérification du est-ce que le site est actif. Ok. Donc, jusque-là, j'ai apporté beaucoup d'infos. Peut-être qui répondent à des questions que vous aviez pas du tout. En tout cas, on va essayer de voir. Enfin, moi j'en tire une conclusion. On a des avantages et des inconvénients dans chaque cas. Les inconvénients sont parfois non négligeables. Est-ce qu'il y a une archi qui est meilleure que l'autre? Non. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, il n'y en a pas une qui marchera à tous les coups. Ça dépendra totalement de votre situation. Comment on choisit? On se repose les mêmes questions. Le besoin, les contraintes, les défauts qu'on peut accepter. Est-ce que une base centralisée qui est un SPOF est acceptable? Potentiellement, oui. Ça peut être tout à fait tolérable, suivant les autres problèmes autour. Donc, les points à ne pas oublier. On sépare la logique d'authentification de la logique d'autorisation. On pense à la révocation depuis hier et on teste son enforcer. C'est notre barrière de sécurité. Et puis, on fait attention au cumul de la latence pour un appel qui fonctionne. Parce qu'un appel qui rejette va être plus rapide par définition. Voilà, merci de m'avoir écouté. En QR code, les deux ressources dont j'ai parlé, l'article de Thomas Pierrin et la vidéo de la conf de Clément Delafargue et Geoffroy Coupry. Voilà. Si vous avez des questions. Ou après. Est-ce qu'il y a des questions pour Céline?
J'accepte de vous avoir assommé, hein, désolé. Yes, et ben écoutez, il nous reste à remercier nos deux speakers du soir, notre sponsor qui nous héberge ce soir, et je vous propose qu'on descende arroser ça sur la terrasse de Wanadev. Ouais. Et puis, ça sera l'occasion pour vous d'aller discuter avec les speakers et aussi les orgas des deux meet-ups si vous le souhaitez. Ouais, ah oui, oui. J'ai même pas laissé la parole à Wanadev avec tout ça. Ouais, non, mais tu mérites totalement. Vas-y. C'est pas grave. Je vais être très 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 rapide. Merci d'être là ce soir. C'est super. Il y a plein de monde. Merci aux assos, aux speakers. C'était trop chouette. Nous, Wanadev, on est une agence de développement, une société de développement, même au sens large. Pourquoi? Parce qu'on a une agence donc spécialisée dans les configurateurs de produits et d'espace, dans les planeurs. Une spécialisation aussi en réalité virtuelle appliquée à la formation professionnelle. Mais on a aussi au même endroit un studio de jeux vidéo, donc avec des jeux qui ont d'abord été développés pour les salles d'arcade et puis après pour le grand public. Donc on serait très heureux d'en discuter avec vous ce soir si vous rencontrez des membres de l'équipe. Voilà, je voulais juste vous dire merci. Nous, c'est notre volonté d'accueillir des meet-up comme ça. C'est notre manière aussi de participer aux associations locales, régionales, nationales. Donc, n'hésitez pas aussi à venir nous voir quand vous avez besoin de lieux pour vous accueillir. Et puis nous, ça nous permet aussi de proposer à nos salariés d'y participer, de partager aussi leurs compétences. Pour ce soir, on a accès, donc ici vous pouvez revenir, laisser vos affaires si vous avez besoin. La salle dans laquelle on vous a accueilli et la terrasse, bien sûr, donc il fait encore beau et jour, donc tant mieux. Il y a des pizzas et des quiches, tout est végé, oui. Tout est végé, il y a une option vegan sur une des pizzas et une option sans gluten sur une des quiches. Donc j'ai laissé, on a laissé le carton à côté, donc c'est écrit, voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Il est actuellement 20h47. Ouais. Je crois qu'on avait dit 21h ou 21h30. En vrai, on est encore tous là, il n'y a pas de souci. Donc, juste, voilà, moi, il faudra que je range à la fin et je bosse demain. Donc, mais voilà. Alors, on dit vraiment barrière horaire 22h grand max. Ouais, bah, très bien. Et si les gens restent jusqu'à cette heure-là, ils t'aident à ranger. Eh ben, ça me va. Ok.